Bonjour à tous. On va être prêts pour la prochaine présentation. Je vous invite à venir vous installer dans les gradins pour écouter justement Emmanuel Caron-Garand, professionnel de recherche chez Bioptère, qui va nous expliquer en fait comment les excréments d'insectes, les traces, peuvent être utilisés au jardin directement pour justement comme fertilisant pour les plantes. Merci beaucoup Emmanuel d'être ici. Je te laisse la parole. Merci Jennifer. Je vais monter ça un peu. Voilà. Comme ça. OK. Alors, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là pour vous parler du merveilleux monde des frasses, donc les cacas d'insectes. C'est un sujet que j'affectionne beaucoup. Donc, comme Jennifer a dit, je travaille à Bioptère, un centre de recherche qui est situé à l'Apocatière. On est un centre de recherche à but non lucratif, plus précisément un CCTT, donc un centre collégial de transfert technologique. Puis, je travaille sur le FRAS depuis environ 3-4 ans, plus à temps plein, mais je m'intéresse au sujet depuis une dizaine d'années. Donc, je vais vous parler des utilisations du FRAS, mais avant tout, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, d'où ça vient, quelle sorte de FRAS on peut retrouver, parce qu'il n'y en a pas juste un. Et puis, je vais vous parler de tous les super pouvoirs de ce produit. Donc, tout d'abord, le FRAS, c'est quoi ce mot-là? Ben, c'est un mot qui vient de l'allemand, du mot fressen plutôt, qui signifie dévorer. Donc, c'est un mot qui a été utilisé pour la première fois en 1854. Et puis, ça constitue finalement le fumier d'insectes. On peut parler un peu des deux choses comme des synonymes, le FRAS ou le fumier d'insectes. Mais c'est différent d'un fumier qu'on va retrouver, par exemple, chez un producteur laitier ou fumier de porc. C'est très différent. Et puis, donc, les insectes, en général, vivent dans leur propre milieu d'élevage où ils vont à la fois manger et puis faire leurs besoins. Donc, tout ça se mélange. Donc, le frass est constitué d'excréments, mais aussi de restants de substrats d'élevage, donc l'alimentation, qui est souvent des grains, des résidus de légumes, des choses comme ça. Et puis des carapaces ou d'autres parties des exosquelettes. Donc, les insectes, parfois, il y en a qui meurent, il y en a qui vont aussi avoir une mutation, donc ils perdent une partie de leur carapace et puis ça va se retrouver dans leur substrat d'élevage. Donc, c'est un mélange de tout ça. Et donc, c'est un matériel, c'est un produit qui est assez complexe, qui est constitué de plein de choses en même temps et puis qui a beaucoup de propriétés intéressantes. Alors, comme je disais, il y a plusieurs sortes de frasses, il n'y en a pas qu'un seul. Les frasses, il y en a de plusieurs, qui proviennent de plusieurs espèces d'insectes différentes. Au Québec, on fait l'élevage de 3 espèces principales en plus grosse quantité. Donc, le ténébrion meunier, ensuite la mouche soldat noir, et puis le grillon. Il y a aussi d'autres sortes d'insectes, mais en plus petite quantité, souvent pour des usages très spécifiques. Donc, ces 3 types d'insectes-là, je vais vous en parler plus en détail. Vous allez voir plus loin dans la présentation, quand je parle de mouche, c'est la mouche soldat noir. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre les frasques qu'on va retrouver? C'est souvent l'alimentation qu'on va leur donner aux insectes. Donc, selon ce qu'ils mangent, ben, ça va ressortir à l'autre bout de manière différente. Et ensuite, on peut le conditionner de manière particulière. Donc, le frass, il va être souvent poudreux, mais on peut aussi le transformer, par exemple, en faisant des granules de fertilisants. Vous avez déjà peut-être vu les granules de fertilisants qu'on peut appliquer dans le jardin. Eh bien, on peut le faire aussi avec le frass. Et puis, on peut le solubiliser, on peut le mettre dans un liquide pour pouvoir l'appliquer, par exemple, avec un spray ou quelque chose comme ça, en pulvérisation. Et on peut le transformer de plusieurs manières. On peut le compresser, et puis on peut le broyer, on peut le tamiser, etc. Je vais vous en parler plus en détail plus loin. Et puis, ce conditionnement-là va être adapté selon l'usage qu'on va en faire. Alors ici, vous avez le ténébrion, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir encore à quoi ça ressemble. La mouche soldat noir en bas, et puis le grillon à gauche. OK. Alors ici, j'ai des exemples de frasses. Pour ceux qui n'ont pas trop peur et qui voudront s'approcher un peu plus du produit, j'en ai amené des échantillons ici. Vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air et ce que ça sent. Donc ici, vous avez 3 espèces, les 3 espèces dont je vous ai parlé. Et puis, chaque pot contient un type de fraise différent. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence dans la couleur. Il y a une différence aussi dans la granulométrie, donc la grosseur des particules. Et puis, vous avez les 3 espèces. Alors, je commence à gauche. C'est la mouche. Donc, voici des exemples de phrases de mouche soldat noir. Ensuite, au milieu, on a le grillon. Donc, vous pouvez voir qu'il est un peu plus pâle déjà. Il est aussi beaucoup plus sec.
C'est aussi pour ça que la couleur de celui de gauche est plus foncée, c'est parce qu'il est plus humide. Et puis, le ténébrion à droite, qui est très fin, est très pâle aussi. Alors, là, ça commence à être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le frasse? Eh bien, l'usage principal, c'est la fertilisation. Donc, comme on vous disait, vous pouvez l'utiliser dans votre jardin. Alors, pourquoi? Ben, c'est parce que ça contient des nutriments, entre autres des nutriments qui sont dits principaux, des nutriments majeurs. Donc, l'azote, le phosphore et le potassium. Vous avez peut-être déjà entendu parler du concept de NPK. Donc, NPK pour nitrogen, phosphorus, potassium. Et donc, on en retrouve là-dedans. On retrouve, ça dépend des espèces, comme je disais. Pour le ténébrion, 2 à 4 d'azote. Pour le grillon, 2 à 7 et pour la mouche, 2 à 5 environ. Donc, ça a été, c'est selon les produits qu'on peut retrouver présentement sur le marché. Vous voyez qu'il y a quand même une assez grande disparité, une assez grande différence entre les produits. Et puis, c'est la même chose pour le phosphore, le potassium, de 1 à 8-9 environ. Donc, ça nous fait des produits qui vont ressembler à des 4, 5 ou 4-3-2, par exemple, en termes de NPK. Et puis, le pH va être un peu acide, proche de la neutralité. Donc, à 7, c'est un pH neutre, mais on va généralement être un petit peu plus bas que 7, ce qui est proche du pH du sol. Donc, c'est très bon pour ça. Ensuite, l'humidité, comme je vous disais, le frasse de mouche soldat est plus humide. Donc, la mouche, vous voyez que l'humidité va jusqu'à 50 donc c'est beaucoup plus riche en eau. Je vais vous en parler un peu plus en détail aussi, mais c'est dû à comment on élève la mouche. La mouche est élevée souvent avec des résidus comme des restants de fruits qui vont être très humides. Et puis, c'est un élevage qui se fait très rapidement, donc l'humidité reste dans le substrat d'élevage et donc dans le frasse. Mais il va souvent être séché, donc il peut descendre jusqu'à 13 par exemple, d'humidité. Et puis le ténébrion, c'est beaucoup plus sec. Ce qui est intéressant avec ce produit-là, comme je vous disais, ce n'est pas un fumier normal. Donc le fumier qu'on connaît, le lisier, c'est très humide. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement transporter et puis appliquer à la maison. Donc le frasse de ténébrion, par exemple, c'est une poudre très fine et puis très sèche, donc c'est aussi très léger. Ça se transporte facilement et puis ça s'applique très facilement. Par contre, ça a le désavantage que ça peut être volatile, donc il faut faire attention. Quand on l'applique, ça peut faire de la poudre, de la fumée de frasse, puis on ne veut pas trop respirer ça. Parce qu'entre autres, il peut y avoir un côté allergène. Donc, les insectes sont composés, entre autres, de chitine, je vais en parler plus tard aussi, mais il y a aussi des composés chimiques qui se ressemblent beaucoup avec les crustacés. Les insectes, les crustacés, vous savez que ça se ressemble. Donc, ceux qui sont allergiques aux crustacés ou encore aux acariens peuvent être allergiques aux insectes et donc allergiques aussi aux excréments d'insectes. Ensuite, je ne vous passerai pas toute la liste, mais il y a aussi d'autres types de nutriments dans les frasses. C'est un fertilisant qui est très équilibré, très diversifié. Ça apporte beaucoup de choses aux plantes, puis c'est ça. Voilà. Donc, ça apporte des choses aux plantes, mais ça apporte des choses aussi à l'environnement en tant que tel au complet. C'est très bon pour l'économie environnementale durable et verte, si on veut. Parce que les insectes, comme je disais, peuvent être élevés à partir de résidus alimentaires, par exemple des pelures de fruits, des restants de son de blé, des restants de boulangerie, des choses comme ça. Donc, ça réduit beaucoup l'empreinte carbone quand on utilise des résidus comme matière première. Et ça peut constituer une économie circulaire parce que quand on utilise des résidus agroalimentaires, puis après ça, on fait un fertilisant, on le renvoie au champ, finalement, ça boucle la boucle. Alors, on appelle ça le surcyclage des matières organiques résiduelles. Et puis, donc, quand on met ça dans le sol, on va aller séquestrer le carbone, on va aller apporter des nutriments et du carbone qui vont rester dans le sol et qui vont enrichir le sol, parfois sur de longues durées. Et, donc, le frasse d'insectes, ce n'est pas un produit nouveau. En fait, depuis des millénaires, il y en a dans la nature. Les insectes ont évolué avec les plantes depuis des millions d'années. Et puis, les forêts et les prairies des temps ancestraux étaient fertilisées aux frasses naturellement. Et puis, quand on remplace des engrais chimiques par du frasse qui est organique, encore là, c'est un impact environnemental très avantageux. Et puis, présentement, il y a des pénuries d'engrais chimiques un peu partout dans le monde. Donc, c'est encore plus important d'aller vers des engrais organiques comme ça.
Donc, je vous disais qu'il y avait des super pouvoirs à ce produit-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses qui vont agir différemment sur les plantes dans ce produit-là. Donc, il peut y avoir des nutriments qui vont être très rapidement disponibles, qui vont faire pousser la plante très vite. Ensuite, il va y avoir d'autres types de nutriments qui vont être un peu plus difficiles à décomposer, donc qui vont se libérer tranquillement dans l'environnement et qui vont aller fertiliser la plante sur le long terme. Et puis ensuite, on a beaucoup de matière organique qui va rentrer dans le sol, comme je disais, qui pourrait séquestrer le carbone. Ensuite, il y a un effet de biostimulation. Ça, c'est encore moins bien compris, mais la biostimulation, c'est un peu l'effet d'aller activer certaines choses dans la plante qui va lui permettre d'elle-même être plus performante. Donc, par exemple, on pense au principe d'activation des défenses de la plante. Donc, si on met des résidus d'insectes, comme je vous disais, des fois, il y a des petits bouts de carapace, et bien, ces bouts-là de carapace vont aller faire réagir la plante, puis là, elle va se dire, wow, OK, il y a des insectes dans le coin, j'ai détecté qu'il y avait des carapaces d'insectes, donc il faudrait peut-être que j'augmente les défenses. Elle peut augmenter l'épaisseur de ses parois végétales, elle peut produire certains composés chimiques qui vont la protéger des attaques d'insectes et des ravageurs. Puis la chitine, qui est dans la carapace d'insectes, on la retrouve aussi dans les champignons. Donc, ça peut aider à protéger contre certains ravageurs fongiques, comme les champignons. Il y a certaines limites aux FRAS, entre autres, présentement, étant donné que c'est un nouveau produit qui tranquillement devient de plus en plus présent sur le marché. Ben, ce n'est pas toujours homogène. Il y a différentes sortes de phrases, comme je vous disais. Le produit, et toutes les phrases sont différentes, puis même des fois, d'une batch à l'autre, il peut être différent. Ensuite, c'est peu connu, donc pour l'application aussi, ça peut être difficile d'avoir vraiment une bonne connaissance des effets. Et comme je disais, il y a des allergènes. Et puis la disponibilité n'est pas toujours facile. Donc, on peut en retrouver des phrases dans les centres jardins de plus en plus, mais c'est encore pas aussi facile à trouver que d'autres fertilisants. Ensuite, bon, là, je vais un peu plus dans les détails de comment ça fonctionne chimiquement et tout, mais en gros, je vous ai déjà parlé de la chitine. Un autre dérivé, c'est la chitosane. Donc ça, c'est des produits qui sont dans la carapace des insectes et qui vont agir sur la plante. Puis présentement, à Bioptère, on est en train de focuser vraiment là-dessus pour essayer de comprendre combien il y en a dans chaque type de frasse. Parce qu'on sait que logiquement, ça se retrouve dans le FRAS, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites pour doser et comparer les sortes de FRAS selon les espèces, selon les alimentations qu'on leur donne, etc. Ensuite, les PGPR, c'est des types de bactéries et de champignons qui peuvent se retrouver dans le sol ou sur les plantes et qui vont contribuer à la santé de ces plantes-là et à leur croissance. Donc, vous connaissez peut-être les mycorhizes. C'est un peu le même principe. Les mycorhizes, ils vont s'allier aux plantes pour aider à l'absorption des nutriments et de l'eau, par exemple. Alors, voilà. On retrouve de ces composés-là dans le FRAS. Ensuite, on parle de prix maintenant. Donc, les prix sont assez variables selon le produit. Selon la compagnie qui va le vendre, le format qui va être vendu et puis le conditionnement qu'on va retrouver de ce FRAS-là. Mais on parle en moyenne environ 25 par kilo. Donc ça, c'est un prix qui est environ deux fois et demi plus élevé qu'un produit qui est plus répandu comme Actisol, qui est un produit de fumier de poule qui est granulé. Donc, c'est encore plus cher que les autres produits en général parce que la production est plus basse. Donc, c'est un produit plus de niche. Puis, par contre, on pense qu'on a besoin d'en appliquer moins pour avoir le même effet. Donc, ça peut se compenser à ce niveau-là. En général, on revoit que le ténébrion, le prix est plus cher, le grillon un peu moins cher et le frasse de mouche soldat noir est le moins cher. Comme c'est une industrie qui est encore assez jeune, on remarque qu'il y a certains produits qui ne sont pas tellement conformes sur le marché, qui n'ont pas encore passé par toutes les étapes réglementaires et puis qui sont quand même trouvables, qui peuvent quand même être achetés sur Internet, par exemple. Comme vous voyez ici, ce sac-là, la compagnie OHD, c'est écrit Insect Frass dessus. Il n'y a pas trop d'informations. Je suis allé voir la compagnie sur Internet. Pas très connus, ils n'ont pas de site Internet. C'est assez louche. J'ai retrouvé ça sur Amazon, mais je serais vraiment surpris s'ils sont en règle. Mais par contre, des compagnies ontariennes comme Entomo Farms sont là depuis plus longtemps, puis ils ont eu le temps de plus progresser dans la réglementation et puis de faire approuver leurs produits et d'avoir un produit plus homogène et fiable. Et on a des compagnies au Québec qui sont de plus en plus expérimentées et puis qui développent leur marché, comme entre autres Tricycle et Antosystème, qui sont ici parmi les plus grosses compagnies productrices, et puis qui font beaucoup d'efforts pour que leurs produits soient de haute qualité et qui répondent aux normes du marché.
Et puis, quand on regarde les volumes qui sont produits au Québec, ben, ça explique un peu aussi pourquoi c'est un petit marché. Il y a juste environ 350 à 1500 tonnes dans tout le Québec qui est produit. Si on compare ça au compost, on parle plus de 215 000 tonnes. Donc là, c'est vraiment un produit plus de niche. Mais la production au Québec augmente très vite, puis on prévoit que l'année prochaine, avec l'ouverture d'une nouvelle usine d'insectes à Drummondville, ça va multiplier par 80 la production de frasse au Québec, ce qui est vraiment non négligeable. Donc, il faudra avoir un bon marketing et puis une bonne manière d'écouler les stocks et de les utiliser, de les valoriser chez les agriculteurs, les horticulteurs, amateurs ou professionnels. Alors, voilà. Ensuite, un peu plus dans le détail scientifique, comme je vous disais, il y a des PGPR, donc il y a des organismes microbiologiques qui vont agir dans le frasse. C'est un produit qui est relativement vivant, comparativement à un produit chimique d'azote concentré où il n'y a vraiment pas de vie. Bien, ça, c'est un produit qui a beaucoup de potentiel de donner de la vie au sol et puis de stimuler la population microbienne. Et puis, on a fait des tests à bioptères. On a fait de la métagénomique qui nous a permis de découvrir qu'il y avait plus de 160 espèces différentes de micro-organismes qu'on a pu détecter grâce au génome qu'on a analysé. Et puis, il y a plusieurs espèces là-dedans qui ne sont pas connues de la communauté scientifique. On peut juste dire que c'est quelque chose qui est différent des autres, mais on n'a pas de nom là-dessus. On ne sait pas ce que ça fait. Donc, c'est encore beaucoup de recherches à faire. Et puis, on retrouve certaines espèces qu'on ne retrouve pas ben dans d'autres milieux, comme Ignacineria. Et puis, ça, c'est une espèce qui est produite directement dans le système digestif des mouches, donc qui va vraiment s'associer au microbiote de l'intestin, ou en tout cas du système digestif de la mouche. Et puis, d'autres espèces, Pichia, Sporosarcinia, qui vont avoir un effet sur la structure du sol et sur l'assimilation des nutriments, par exemple, et la protection des plantes. Donc ça, c'est un exemple d'un test qu'on a fait, c'est la respirométrie. Donc, en mettant du frasse dans le sol, après ça, nous, on teste les dégagements de CO2 dans l'atmosphère et puis ça nous permet de savoir est-ce que ça a vraiment activé le sol. Et puis, on a démontré que oui, effectivement, il y avait une augmentation de l'activité microbienne dans le sol. Donc, ça peut permettre d'avoir un sol vivant. Ensuite, je vous disais qu'on pouvait conditionner le frasse de différentes manières. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Bioptère. Puis, ça prend des machines spécifiques pour transformer ce frasse-là. Entre autres, on peut faire le broyage parce que, entre autres, pour la mouche soldat, par exemple, il y a des grosses particules quand même qui se retrouvent dans le frasse. Et puis, avec ces machines-là, qui sont des broyeurs à couteau ou à marteau, qui vont aller percuter le frasse de manière très rapide, ça va le transformer en plus petites particules. Ensuite, il y a le séchage, donc ça, c'est pas très compliqué. On fait passer de l'air chaud. Le tamisage aussi, vous connaissez ça, c'est juste un tamis avec des mailles fines. Et ensuite, la granulation, ça, c'est un peu plus complexe. Donc, vous voyez la machine qui est là. C'est une machine qui va appliquer une grosse pression avec une température qui va augmenter naturellement dans une espèce de... Comment je dirais ça? C'est de l'extrusion. Donc, c'est une matrice où on va vraiment... C'est un petit cylindre où on va peser sur le frasse pour que ça passe dans le cylindre, puis ça fait un peu comme un spaghetti qui va après ça être coupé en petits morceaux. Donc, ça fait des petits cylindres compressés et très denses. Donc, ces cylindres-là vont se dégrader progressivement dans le sol un coup qu'on les applique, et puis ça permet de contrôler les nutriments qui vont être utilisés par la plante par la suite. Et le bouletage, ça, c'est une technique qu'on veut essayer de développer un peu plus à Bioptère avec une machine qu'on a fait fabriquer pour l'occasion. Et puis, on fait juste tourner la cuve, puis on met la poudre de frasse à l'intérieur, on met une certaine quantité d'humidité, on peut ajouter des liants, et puis ça va juste tomber comme une boule de neige qu'on fait tomber d'une côte. Bien, à force de faire tourner la cuve, la boule va rouler sur elle-même, et puis elle va former des petites boulettes. On peut mettre plusieurs couches de produits différents un par-dessus l'autre, et puis ça nous permet d'avoir une fonctionnalité. Donc, si on met... on peut ajuster, par exemple, le pH en ajoutant de la chaux. On peut ajouter aussi la résistance à l'humidité en mettant quelque chose qui est un peu plus hydrophobe, etc. Et puis, on peut mélanger différentes sortes de matières organiques avec cette technique-là aussi. Et puis, on croit qu'étant donné que ça ne fait pas de chaleur, ben, ça permet de garder les microbes actifs dans le produit. Voilà. Je recule un peu. Voilà, donc j'ai écrit ici le thé. On peut faire une infusion de frasse, une infusion à froid, ou on pourrait le faire à chaud aussi, mais généralement, c'est plus à froid. On va juste mettre quelques cuillerées de frasse dans un litre d'eau.
on brasse pendant un bon bout de temps, puis ça se dissout en bonne partie. Ça, c'est une étude qu'on veut faire un peu plus pour voir quelle proportion qui va être dissoute dans l'eau et quelle proportion ne sera pas dissoute. Mais selon mes petits essais personnels, il y en a quand même une grosse partie qui sera dissout dans l'eau et qui va pouvoir après ça être appliquée dans votre eau d'arrosage ou carrément qui peut être mélangée au terreau aussi si vous voulez, et dans l'irrigation. Et puis le moulage, l'extrusion, ça aussi c'est une chose qu'on voudrait pousser un peu plus loin à Bioptère. On peut faire, vous avez peut-être déjà vu ça, des espèces de blocs de fertilisants qu'on va enfoncer dans le sol pour fertiliser les arbres, entre autres, et les arbustes sur une plus longue période. On aimerait vraiment essayer de fabriquer ça à base de frasse. Donc, on a fait des essais à Bioptère pour démontrer les effets du frasse sur certains types de plantes. Entre autres, on a fait pousser de la laitue, des petits pois, des radis. Et puis là, on a des concombres qui sont en train de pousser et des canneberges aussi qui sont en champ. Et puis, on essaie de voir quel est l'impact de ces produits-là sur ces différentes espèces de plantes, puis voir à quelle culture c'est le plus approprié de l'utiliser. On a fait des essais en laboratoire aussi pour analyser le frasse, comme je vous disais tantôt. Et puis, on a plusieurs partenaires qui nous ont financés. On les remercie. Voilà un peu des exemples de plantes qu'on a fait pousser. C'est nos installations en serre ici à Saint-Hyacinthe, puis à gauche à la Pocatière. Donc, les laitues ici avaient des trop petits pots, donc ils ont eu un peu de misère sur la fin. Mais on voit entre autres que les pois, ils ont poussé plutôt bien. Ceux de droite, c'était un mélange avec d'autres produits organiques. Donc, c'est vraiment, on pense qu'il y a aussi des synergies qui peuvent se faire entre les différents produits de fertilisation. Et ça, c'est ce que je vous parlais tantôt. Donc, à gauche, on a les machines qui font la respirométrie, donc qui sont capables d'analyser le CO2 qui est dégagé du terreau. Et puis, ici, à droite, on voit des exemples de boulettes qu'on a fabriquées. Donc, ici, par exemple, il y a des petites boulettes un peu plus blanches dans lesquelles il y avait de l'argile qui a été mélangée. Il y en a des très fines ici, des plus grossières. Et puis, après ça, il y a d'autres processus qui peuvent être faits pour avoir une uniformisation du produit. Puis, dans la littérature aussi, ça a été démontré les effets du frasse. Entre autres, sur l'orge, par exemple, à 10 tonnes à l'hectare, on a une augmentation de la biomasse, une augmentation de l'absorption des nutriments. Donc, non seulement il y a des nutriments, mais en plus, ils sont mieux absorbés. Donc, ça fait moins de pertes dans la nature. Il y a moins de nutriments qui vont se libérer dans le sol puis juste partir dans la rivière, par exemple, ou être évaporés dans l'air. Ensuite, avec le tournesol, il y a aussi des essais qui ont été faits puis qui ont démontré qu'à différentes doses, on voyait vraiment une augmentation de la croissance. Les tiges sont plus larges, plus solides, et puis ça augmente aussi la teneur en lipides des graines. Donc, c'est très intéressant d'avoir un produit qui est plus concentré après ça en valeur nutritive à la fin. Et puis, ça, c'est un peu une démonstration de l'effet que je vous parlais tantôt de la protection des plantes contre certains ravageurs. Ici, on voit un essai qui a été fait avec Pythium. C'est un champignon qui attaque les plants, surtout à la base. Et puis, donc, ça, c'est la croissance des plants ici. Puis, on voit que quand il y a juste le Pythium, la croissance est vraiment diminuée beaucoup. Par contre, si on rajoute de l'engrais chimique, là, ça protège un peu la plante, ça lui permet d'être plus en santé, donc plus forte contre les ravageurs. Et puis, par contre, si on met Pythium avec frasse, là, on voit que la croissance est encore meilleure. Puis là, si on mélange, comme je vous disais, avec d'autres types d'organismes, comme Trichoderma, qui est un autre champignon protecteur, et puis des acides humiques, on mélange tout ça ensemble. Là, on a vraiment un niveau de santé de la plante très élevé qui est supérieur à toutes les autres. Quel genre de marché on a pour ce produit-là? Il y a vous, les gens qui font du jardinage chez eux. C'est un produit qui va être de plus en plus vendu dans les centres jardins, mais également donc production professionnelle horticole, production séricole en serre. De plus en plus, il va être approuvé pour différents usages, donc on va pouvoir l'utiliser dans l'agriculture organique, biologique et conventionnelle. Et puis, c'est pour ça qu'en bas, c'est écrit agriculture biologique, parce que c'est un produit qui est certifié, c'est un produit naturel, et donc ça peut être utilisé pour faire des légumes bio. Et puis, l'agriculture urbaine aussi, c'est un point qui est intéressant parce que les élevages d'insectes peuvent être n'importe où. On pourrait avoir un élevage d'insectes dans une pièce juste à côté ici. Ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis,
Donc, ça peut être en plein milieu de la ville, un élevage d'insectes, qu'on va utiliser des résidus qui sont produits localement, comme au Grand Marché, par exemple. Je suis sûr qu'ici, il y a des résidus organiques qui sont produits à chaque jour. Et donc, on a une économie de proximité. Puis, donc, le frasse d'insectes peut être utilisé juste à côté d'où il a été produit, en plein milieu de la ville. Et où ça s'en va, tout ce développement-là? Donc, on a de plus en plus de partenariats qui sont créés, autant entre les producteurs d'insectes que les utilisateurs de leurs produits, les distributeurs, les chercheurs. Il y a beaucoup de maillage qui a été fait, entre autres, dans la semaine qui vient de passer, grâce au super congrès Insects to Feed the World. Donc, de plus en plus, les gens se rassemblent et puis travaillent en équipe. On voit qu'il y a quand même beaucoup de collaboration pour la production et la connaissance du FRAS. Et puis, donc, ça se développe très rapidement. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de ça, mais là, maintenant, ça commence à être vraiment plus connu et populaire. Nous, on continue à faire des recherches là-dessus. On a développé très rapidement notre portefeuille de projets. Et puis, on veut encore plus focusser là-dessus parce qu'on croit qu'il y a un grand potentiel dans le développement du FRAS. Et puis, on veut aussi aider, comme aujourd'hui, à l'adoption de ce produit-là par la population. Et voilà, puis on va présenter les bienfaits du FRAS et cette présentation-là en mode plus élaboré dans un congrès international à Angers dans quelques mois. Donc, c'est vraiment devenu un phénomène aussi international parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'élevage d'insectes, c'est nouveau ici en Occident, mais en Asie, en Afrique, au Mexique, par exemple, aussi, c'est depuis des centaines, voire des milliers d'années qu'ils font l'élevage d'insectes et donc, ils connaissent très bien ces produits-là. Nous, on est un petit peu beaucoup en retard dans ce domaine-là. Et puis, on croit que rapidement, on le voit, les entreprises qui étaient des startups, des jeunes pousses il y a quelques années, déjà commencent à s'implanter beaucoup et puis deviennent de plus en plus industrialisées et produisent des grandes quantités et rapidement et de plus grande qualité, homogénéité. Donc, c'est vraiment une industrie qui prend de la maturité. Donc, les produits vont devenir aussi plus accessibles pour vous et tout le monde qui est intéressé à les utiliser. La régularisation du côté législatif, c'est très important parce que là, pour l'instant, c'est difficile de mettre ce genre de produit-là sur le marché. Les gouvernements, les organismes de certification, ils ne connaissent pas trop ça. On fait beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Et puis, on va essayer de faciliter la production de nouveaux produits et puis pour que tout ça soit fait de manière aussi sécuritaire. Et comme je disais, avec les conditionnements, les essais qu'on fait, les produits vont se diversifier et puis ils vont être adaptés à l'utilisation que chacun veut en faire. Voilà. Donc, je tiens à remercier aussi Louise Hénaud-Étier qui a participé indirectement à cette présentation-là parce qu'elle a fourni certaines données, certaines images. Et puis, voilà, je voulais juste vous rappeler que c'est un concept vraiment circulaire où les plantes sont nourris à base d'insectes, qui se nourrissent de plantes, qui se nourrissent d'insectes, et finalement, ça fait une boucle et puis un cercle vertueux pour la nature et puis pour le bénéfice de tous. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport au FRAS? Merci beaucoup. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le FRAS, c'est les excréments d'insectes.